Bonjour à tous, je vous remercie pour votre présence. Donc j'ai juste une petite question micro, j'ai celui-ci qui marche, mais peut-être pas celui-là. Je vois des signes du régisseur, mais on va peut-être commencer dans tous les cas et puis on va régler le sujet. Ça marche, ok. Bonjour, trop fort. Bienvenue en tout cas à cette conférence donc, de la terre aux arbres, le rôle clé des coopératives agricoles et forestières dans la décarbonation. Bon, ça a un titre qui est un petit peu long, mais il est long parce que c'est un sujet évidemment qui rassemble énormément d'acteurs sur un sujet qui est à la fois très complexe, très transversal, extrêmement majeur, celui de la lutte contre le réchauffement climatique. Et qui dit lutte contre le réchauffement climatique dit évidemment décarbonation de tous nos secteurs d'activité. Alors aujourd'hui, on va plus particulièrement parler du secteur des terres, le secteur qui va rassembler à la fois l'agriculture et les forêts notamment, qui, on va le voir, vont jouer un rôle majeur sur l'objectif de l'atteinte de la neutralité carbone au niveau national, européen, évidemment international. Donc avec nos trois invités ici, que je remercie vivement de participer à cette conférence, on va déjà voir comment le gouvernement un peu projette, prévoit, imagine les chemins pour atteindre ces objectifs, et notamment dans le cadre de l'atteinte de l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre du secteur notamment alimentaire, hein, mais aussi forestier. Et également, donc, on va voir ensuite des solutions concrètes qui sont mises en œuvre au sein des différentes coopératives forestières et agricoles. Donc Frédéric Jobert, déjà merci, bonjour. Donc vous êtes directeur de programme au sein du secrétariat général de la programmation écologique, c'est bien ça, SGPE. Donc le gouvernement s'est fixé des objectifs quand même très importants, autour de 4 à 5% d'atténuation d'émissions de gaz à effet de serre par an jusqu'en 2030. Et puis après, évidemment, on va continuer comme ça. C'est c'est davantage d'efforts en 7 ans que ce qu'on a fait ces 33 dernières années, si j'ai bien lu les documents de la SGPE. C'est beaucoup. Et puis, j'aimerais bien que vous nous expliquiez comment, justement, au sein du secrétariat et au sein aussi du gouvernement, vous voyez le rôle du secteur des terres dans l'atteinte de cet objectif. Voilà, je vous laisse la parole. Vous pouvez défiler. Vous avez 10 minutes. Je vais être le maître du temps. Très bien, je vais essayer d'aller vite. Bien, bonjour à tous. Donc effectivement, je représente le secrétariat général de la planification écologique. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une équipe qui a été récemment créée à l'issue des dernières élections. Une équipe qui reporte directement à la Première ministre et dont l'objectif est d'essayer de mettre au plus haut niveau du gouvernement et de l'État les questions liées à la transition écologique, la transition climatique bien sûr, mais pas que. Tous les sujets liés aux ressources, à la biodiversité et même à la santé en font partie. Donc l'objectif et notre rôle, c'est d'essayer de sortir malheureusement un peu des débats qui peuvent opposer certains ministères et d'instruire ces décisions pour accélérer la prise des décisions et faire en sorte que les décisions soient prises au bon niveau, rapidement et à l'échelle, en apportant un regard neutre, interministériel et le plus indépendant et objectif possible. Alors je vais vous parler typiquement donner une illustration de comment est-ce qu'on a travaillé dans l'agriculture, qui est assez illustratif du travail que l'on fait, parce qu'on essaie de rentrer à chaque fois avec un angle le plus systémique possible, en se disant faire de l'écologie pour l'écologie, en fait ça n'a pas tellement de sens. Il faut replacer tous les leviers de la transition, à la fois climatique, biodiversité, des ressources, etc., dans son contexte socio, technico-économique, pour s'assurer qu'à la fin on porte un discours qui est réaliste et qui est applicable. Alors désolé, la slide est sans doute un peu petite, mais ce que dit cette slide-là, c'est qu'en particulier l'agriculture, c'est bien sûr, elle est au cœur des sujets climatiques, atténuation parce que c'est une part importante des émissions, mais aussi adaptation parce que c'est la première victime quelque part du changement climatique, ce qui est une particularité du secteur agricole et forestier d'ailleurs par rapport à d'autres secteurs. C'est bien sûr au cœur des sujets de biodiversité, c'est bien sûr au cœur des sujets de gestion d'utilisation et de pollution des eaux. C'est un sujet qui est au cœur de la question de la santé, puisque c'est quand même le système alimentaire qui est derrière ça. Et puis c'est aussi un sujet économique, socio-économique très fort et géostratégique compte tenu du rôle de l'agriculture dans nos échanges. L'analyse qu'on a menée, donc on rentre d'une part en essayant de comprendre et de formaliser et de quantifier
l'ensemble de ces enjeux pour aussi éviter de faire de la politique, si vous me permettez l'expression. C'est-à-dire que voilà, les slogans n'aident pas à instruire une décision. On essaie à chaque fois systématiquement de poser le chiffre, de quoi parle-t-on, quelle est la définition, quel est le périmètre, etc. Et des convictions qu'on a après ce premier exercice, c'est que d'une part, en ce qui concerne l'agriculture, et c'est peut-être vrai pour tout le monde, mais particulièrement pour l'agriculture, le statu quo n'est juste pas acceptable. De tous ces points de vue, c'est même pas du point de vue uniquement écologique. Le système agricole et alimentaire aujourd'hui français n'est pas soutenable dans les années à venir. Je vais essayer de vous le démontrer rapidement. Deuxièmement, à l'inverse, il existe beaucoup de solutions. Mais troisièmement, la difficulté, c'est comment on fait pour ne pas les rendre incantatoires. Et quelle politique publique on met derrière pour que l'objectif qu'on affiche ne soit pas juste une slide PowerPoint, si je peux me permettre l'expression. Bon, alors pourquoi est-ce qu'il n'est pas soutenable? D'abord, j'enfonce une porte ouverte parce qu'évidemment, le secteur agricole, agricole dans son sens large, est un secteur émissif au même titre que les autres. Il représente au global, lorsqu'on prend l'ensemble du cycle de vie, de l'ordre de 114 mégatonnes de CO2 d'émissions par an. Donc c'est un gros quart des émissions domestiques, si vous voulez un ordre de grandeur. La difficulté, c'est qu'il ne faut pas se concentrer uniquement sur la partie émissions directes, qui est la partie tout en haut, en bas à gauche de ce graphique, mais prendre aussi les émissions liées à la fabrication des intrants, des engrais, des produits phytosanitaires, de la déforestation importée éventuellement, et puis aller jusqu'en bas, au contraire, à l'aval, y compris dans les émissions qui peuvent être évitées grâce aux biocarburants produits par l'agriculture. Voilà, agriculture au cœur du sujet climatique. Et sans traiter ça, le système aujourd'hui, il n'est pas soutenable, puisque atteindre le net zéro, ça passe par un changement de nos pratiques agricoles. Deuxième argument, même en supposant que la question climatique n'existe pas, on a essayé de regarder ça d'un point de vue économique et géostratégique, et force est de constater que notre système agricole est de plus en plus spécialisé. C'est-à-dire qu'on a des produits et des productions qui sont de plus en plus tournés vers l'export, et à l'inversement, des productions qui sont de plus en plus, ou en tout cas toujours, dépendantes de nos importations. Et donc derrière arrive le sujet très politique de la souveraineté alimentaire. Et ce qu'on essaie de poser, en tout cas, et de factualiser, c'est que la souveraineté alimentaire, ce n'est pas que produire plus, et surtout produire plus dans des secteurs qui sont tournés vers l'export, même si ça a un intérêt et une réalité économique. Mais ça veut dire aussi prendre le système alimentaire dans son ensemble, qu'est-ce qu'on veut produire, dans quelles conditions, dans quel territoire, et avoir le courage, quelque part, de porter ces discussions qui sont éminemment politiques, mais aussi à la fin importantes pour les Français, parce que c'est quand même le système alimentaire qui est derrière. Donc là aussi, un système qui diverge, puisque de plus en plus spécialisé. Un système qui n'est pas soutenable socialement. La slide, désolé, peut-être aussi un petit peu plus compliquée, mais qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit d'une part, le système est de plus en plus dépendant à des prix extérieurs des intrants, des engrais, des phytos, ou des prix extérieurs de production agricole. Donc on a une fragilité économique liée à la volatilité de ces prix et de ces coûts. Deuxièmement, c'est le graphe du milieu, une capture de la valeur ajoutée de l'amont vers l'aval. Lorsque l'on dépense aujourd'hui 100 € dans une grande surface en produits alimentaires, seulement 7 € se retrouvent dans la poche d'un agriculteur français. Le reste, c'est bien sûr nos importations, qu'on fait ce qu'on s'est dit juste avant, mais aussi la transformation, la production, la publicité, la distribution, le transport, l'assurance, les services financiers, voilà, tout ce que vous voulez. Donc il y a un sujet quand même de capture de la valeur ajoutée de l'amont vers l'aval, et à la fin, c'est quand même nous, consommateurs, qui en profitons quelque part aussi dans les prix de l'alimentation qui restent historiquement, même si ça va choquer, mais historiquement relativement bas en réalité. Et donc le troisième effet social, c'est que comment est-ce qu'on renouvelle nos générations, comment est-ce qu'on attire des talents et de nouvelles générations dans un système qui est structurellement appauvrissant, en tout cas pour une partie significative des agriculteurs. Donc là aussi, de notre point de vue, un système, je n'ai pas encore parlé d'écologie, qui diverge socialement et économiquement. Un système qui est évidemment soumis à la pression climatique, et donc là aussi qui n'est pas soutenable compte tenu de l'accélération du changement climatique, avec les questions que ça pose sur l'utilisation de l'eau et puis du type d'assolement, du type de rotation qu'on a dans nos champs, compte tenu des conditions climatiques qui évoluent. On en parlera dans un instant, mais ça se voit en particulier, pas que sur la partie agricole, mais sur la partie forestière, où la capacité d'absorption en comptabilité carbone de nos forêts a été globalement divisée par 2 en 10 ans, avec l'impact, d'une croissance biologique qui est réduite compte tenu du stress thermique et du stress hydrique, et 2, d'une mortalité qui est accrue
à cause en particulier des sécheresses et des ravageurs ou des insectes. Voilà, il y a d'autres effets, y compris nous, qu'est-ce qu'on fait de ce bois, comment est-ce qu'on le prélève et qu'est-ce qu'on en fait. Donc on a tendance à en brûler un peu plus que d'en faire des meubles, par exemple. Donc bref, sur toute cette chaîne, rien ne va. On produit de moins en moins de bois, et quand on l'utilise, on a tendance à le brûler un petit peu plus. Ouais, j'espère, on est là pour ça. Bon, donc là aussi, vous voyez, un système qui est donc sensible aux évolutions climatiques et qui, malheureusement, a tendance à diverger. En tout cas, cette trajectoire-là, a fortiori parce qu'on en a besoin pour tenir notre bilan carbone, n'est pas soutenable. Un système qui ne boucle pas physiquement non plus. On a besoin de la biomasse pour réaliser notre transition écologique parce que la biomasse, c'est des biocarburants, c'est de la bioénergie, c'est de l'alimentation humaine, c'est du stockage de carbone, c'est des produits bois, c'est la biochimie, etc. Donc tout le monde utilise de la biomasse. Dans quelques secteurs que vous pensez, un des leviers de décarbonation, c'est la biomasse. Mais lorsque vous faites la somme, juste en quantité physique, en tonnes de biomasse, quel que soit le type de biomasse, du bois, des grains, des résidus agricoles, etc., des déchets, vous faites la somme des besoins à droite de cette slide. On est globalement entre 50 et 60 mégatonnes de matière sèche en plus chaque année à utiliser, à consommer par an. Et puis donc il faut imaginer que la production de biomasse, elle augmente également de ces 50 mégatonnes. Ben, en réalité, en poussant tous les curseurs à bout de nouvelles pratiques type des couverts végétaux, type de l'agroforesterie, on peut imaginer éventuellement générer 30 mégatonnes de matière sèche à isosurface chaque année. Mais ça doit être compensé par le fait que, d'une part, on a de moins en moins de surface, et d'autre part, on a un changement climatique qui fait que nos rendements sont questionnés, qu'on fait ce qu'on s'est dit juste avant. Donc il y a aussi un décalage quelque part physique entre la croissance de notre consommation de biomasse chaque année et l'utilisation. Et le message qu'on veut faire passer, c'est que avoir un discours de vérité, c'est constater que la biomasse, c'est pas comme s'il y avait un gros tas de biomasse qui nous attendait sur le parking devant pour être utilisé pour la transition. Toutes les ressources sont utilisées, donc le bouclage n'est pas évident. Et là, si on continue comme ça, on risque de croiser les skis. Je vais assez vite. Donc, mon premier message, le système globalement diverge, et même quand bien même la question du climat n'était pas première, en réalité, pour toutes les questions qu'on vient d'évoquer, le système agricole doit évoluer. Donc ensuite, le travail de la planification a consisté à faire un petit peu le tour de l'ensemble des services, des parties prenantes, des professionnels, des syndicats. Et d'ailleurs, ce travail, il doit continuer, il doit s'amplifier pour faire un peu la liste de quelles sont les briques pratiques, de technologie, de changements de pratiques qui sont à notre disposition et qui peuvent avoir un impact positif sur l'ensemble des sujets, climat, biodiversité, santé, etc. On l'a pris, vous le remarquez, de l'amont, avec bien sûr tous les sujets de nouvelles pratiques agricoles, type agroforesterie, type couverts végétaux, type des pratiques stockantes de CO2, l'utilisation de légumineuses, le changement des rotations des assolements. Je ne rentre pas dans le détail, mais jusque sur l'aval, donc avec plus de bioénergie dans la partie transformation, et puis jusque, je dirais, dans le rôle du consommateur et nous, le regard qu'on porte sur l'alimentation, nos régimes alimentaires, etc. On s'est attaché à quantifier autant que possible derrière chacun de ces leviers l'impact que cela a en termes d'émissions de CO2 ou autres. Et c'est ensuite en cumulant tous ces leviers-là, dans ce secteur et dans l'ensemble des autres secteurs, qu'on arrive au plan. Au plan, c'est un grand mot, mais en tout cas à la trajectoire de baisse de nos émissions de CO2 au niveau domestique. Et j'en termine là. La grosse question en une minute qui nous oppose maintenant, c'est comment est-ce qu'on fait pour que ça ne soit pas une incantation. Je vais prendre un exemple, par exemple. Un des objectifs ou un des leviers est d'augmenter la surface en bio dans notre pays. La réalité, c'est que la consommation de bio, elle a tendance à baisser. Donc on est là sur typiquement une trajectoire un peu incantatoire, parce que toutes choses étant égales par ailleurs, en réalité, on ne produira pas plus de bio si on n'en consomme pas. Donc il faut qu'on trouve les moyens en politique publique, en politique économique pour le faire. 4 pistes. De mon point de vue, il faut faire du consommateur un allié, donc arrêter de penser qu'une bonne alimentation, c'est une alimentation pas chère. Je pense qu'il faut retourner quelque part ces projections socio-culturelles dans notre manière de consommer. Deuxièmement, ça veut dire avoir plus de complexité, plus de diversification, et donc sans doute moins de spécialisation, jusque dans les exploitations agricoles. Troisièmement, engager, voire, parce qu'il ne faut pas avoir peur des grands mots, lorsque c'est possible, nécessaire, intelligent, contraindre l'ensemble de la chaîne agroalimentaire pour éviter que ce soit l'agriculteur qui paye et qui supporte l'ensemble de la transition.
Et puis enfin, je pense qu'il y a un éléphant dans la pièce, on a énormément d'éléphants dans la pièce quand il s'agit de l'agriculture, mais enfin, il y en a un en particulier qui est quand même la fiscalité et l'ensemble des aides. Aujourd'hui, on dépense environ 30 milliards d'euros d'argent public chaque année pour le système alimentaire. Désolé. Donc on dépense 30 milliards d'euros d'argent public. Et malgré tout, vous voyez la situation que je vous ai décrite. Donc on peut décider d'en mettre un 31e, et d'ailleurs c'est ce qu'on va faire, donc j'ai aucun problème à le dire. Mais là aussi, si on ne change pas la manière dont ces aides sont dépensées, dont elles sont contrôlées, on ne va pas changer le système. Voilà, désolé, j'étais trop long. Non, c'est parfait, merci beaucoup. On entend plein de choses, hein. On entend adaptation, réchauffement climatique, bouclage de la biomasse, division par 2 du puits carbone forestier, on entend souveraineté alimentaire, et on entend aussi éviter l'incantation. Ça aussi, c'est très important. Et je pense que là, justement, au niveau des coopératives forestières, avec Stéphane Viéban, donc vous êtes directeur général de Alliance Forêt Bois, donc première coopérative française forestière, évidemment. Vous représentez 40 000 adhérents, propriétaires forestiers de forêts privées. Comment on emmène tout ce beau monde vers ces enjeux qui sont évoqués ici par le SGPE? Alors c'est à la fois du beau monde et c'est un monde très divers. Peut-être par rapport à ce que vous disiez, rappelez, j'avais pas prévu de le faire, mais quand même quelques chiffres sur la forêt française qu'il faut avoir un peu en tête pour savoir de quoi on parle. La forêt française, c'est 17 millions d'hectares. C'est-à-dire, c'est 30% à peu près du territoire. Juste une petite parenthèse là, c'est les incendies au Canada, c'est 14 millions d'hectares. Vous voyez, c'est comme si... c'est pas à la même échelle, d'accord, mais enfin, ça donne un petit effet. Et l'année dernière, en France, il y a eu à peu près 70 000 hectares de brûlés en 2022 par rapport aux 14 millions d'hectares. Donc c'est évidemment un drame, mais bon, ça permet quand même de différencier tout ça. Donc 17 millions d'hectares de forêt, 75% de la forêt est privée, appartient à des propriétaires privés, là aussi, 25% de forêt publique, et à l'intérieur des 25% de forêt publique, c'est moitié domaniale, moitié communale. En tout cas, ce qui nous intéresse, nous, c'est la forêt privée. 75% avec un gradient très divers, puisque vous êtes à une majorité de forêt publique dans l'est de la France, avec une écrasante majorité dans le sud-ouest. Dans le sud-ouest, par exemple, on est à 92% de forêt privée. Donc évidemment que ce que vous disiez tout à l'heure, il faut emmener les consommateurs, il faut aussi emmener les propriétaires, sinon on ne fera rien. Donc ça, c'est le constat. Deuxième constat, c'est aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de bois en France depuis des siècles, à la fois en surface, mais aussi en volume. Le volume sur pied en France aujourd'hui, c'est 3 milliards de mètres cubes de bois sur pied. Voilà. Et ça, c'est aussi un vrai enjeu par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Alors oui, le carbone forestier diminue, mais en fait, il fait moins qu'avant, mais il est toujours positif. C'est tout. Dans la formulation, il faut faire attention, parce qu'en fait, la forêt française continue à stocker du carbone. Voilà, donc c'est 3 milliards de mètres cubes, donc c'est énorme. Sachant qu'en France, on récolte de l'ordre de 60 millions de mètres cubes par an, vous voyez, par rapport au stock. Donc c'est... Voilà, je ne vais pas vous asséner de chiffres, mais quand même, 2, 3 encore, puis je finis. Sur la récolte aujourd'hui, on récolte 60% de l'accroissement biologique. La forêt produit à peu près 90 millions de mètres cubes par an, et on en stocke à peu près un tiers, et il y a 2 tiers qui sont récoltés. Donc c'est pour ça qu'on arrive à nos 3 milliards de mètres cubes de bois sur pied, ce qui est un vrai enjeu. Et pour finir, malgré les 400 000 emplois de la filière. On est une filière aussi, vous le disiez, je voyais, c'est un sujet sur les fruits et légumes par exemple, on est une filière déficitaire. C'est-à-dire que au niveau du commerce, on a 7 milliards d'euros de déficit. Et là aussi, il y a un vrai sujet de valorisation. Et dernier chiffre, 60%, les 2 tiers de la forêt française, c'est du feuillu. C'est du feuillu, avec des grandes essences comme le chêne, en grand danger par rapport au changement climatique. Et moi, forestier, depuis quelques décennies, franchement, le changement climatique, c'est pas un concept. On le vit durement, la forêt française souffre. Alors il y a des effets scolites, vous en parliez, mais il y a aussi l'effet incendie l'année dernière. Cette année, ça s'est bien passé, tant mieux, mais c'est pas pour autant que l'année prochaine, ça se passera pas bien. Voilà, donc de vrais sujets. Et le pire serait, et je reprends le pire serait de rien faire. On n'a pas le choix. Il faut qu'on fasse quelque chose. Et puis la forêt française aujourd'hui, évidemment qu'on a besoin de la forêt, mais aussi la forêt a besoin des forestiers, comme elle n'a jamais eu besoin par rapport à ce que nous, l'être humain, a fait sur le climat. Alors, les coopératives forestières,
Donc vous le disiez, hein, Alliance c'est 40 000, mais là je suis porte-parole de l'ensemble des coopératives, hein, de GCF, Groupe Coopération Forestière. Donc les coopératives aujourd'hui c'est 120 000 adhérents, hein, donc, pour un peu plus de 2 millions d'hectares de forêt. Et on agit sur 3 métiers. Hein, donc on conseille les propriétaires forestiers, parce que la première mission d'un forestier c'est de faire un diagnostic de la forêt et d'établir ce qu'on appelle un plan de gestion. Donc on n'intervient pas comme ça en se promenant, tiens je vais couper un arbre, non. C'est extrêmement réglementé. On a une réglementation française extrêmement précise. Je vais dire ça comme ça, devant un représentant de l'État, je ne vais pas dire autre chose, mais en tout cas très précise, une des réglementations les plus importantes au monde, et en plus qui a plus de 2 siècles ou plusieurs siècles aujourd'hui. Donc on va gérer la forêt, on réalise ce qu'on appelle les documents de gestion durable. Hein, donc on analyse la forêt, son environnement, etc. Et on va décider avec le propriétaire sur ce qu'on va faire pour les 15 prochaines années. Donc c'est quand même une réflexion aussi à moyen long terme. Hein, et ensuite, notre deuxième métier, je vais en parler, c'est le reboisement, c'est l'aspect sylviculture. On est de loin les premiers reboiseurs en France. Et notre troisième métier, c'est la récolte. Un chiffre, alors je n'ai pas les chiffres de la coopération forestière, mais l'ONF a communiqué là-dessus en disant qu'aujourd'hui, 30% du bois récolté par l'ONF, c'est ce qu'on appelle des bois de crise. Bois de crise, c'est les bois scolités, c'est les bois qui... Donc finalement, et là, quand le forestier intervient sur les bois de crise, finalement, on intervient trop tard. On n'est qu'en réaction, et donc ça, c'est pas très bon. Voilà, donc c'est... Alors vous êtes, et tant mieux, vous êtes ici dans une conférence organisée par les coopératives, hein, donc coopératives forestières, coopératives agricoles. Donc nous, on est des entreprises créées, administrées par les propriétaires forestiers ou des agriculteurs, on en parlera tout à l'heure. Et puis c'est fondé sur des valeurs communes de responsabilité, de solidarité. Notre conseil d'administration, ce sont des propriétaires forestiers, et ça c'est évidemment important, et c'est notre différence hein, en tant que coopérative. Ensuite, donc, pour parler, donc, nous, on intervient beaucoup sur cet aspect de captation dans le cadre du label bas carbone, hein, qui est aussi un label français, maintenant qui a 4-5 ans d'ancienneté, avec un certain nombre de méthodes. Il y a des méthodes sur la partie agricole, il y a des méthodes sur la partie forestière. Donc là, sur la partie forestière, il y a 3 méthodes de création, restauration, optimisation du puits de carbone. Effectivement, il faut le régénérer, ce puits de carbone, il faut le dynamiser. Donc il y a 3 méthodes qui sont aujourd'hui en mise en œuvre. Il y en a d'autres hein, qui sont en cours de discussion. Alors, il y a tout un processus de labellisation assez complexe de ces méthodes, mais en tout cas, sur la forêt, il y en a 3. La première méthode, c'est le boisement de terres agricoles, hein, de landes ou de friches. Donc ça, là aussi, hein, évidemment en concertation avec le monde agricole, hein, on n'est pas là pour reboiser les terres agricoles, mais il y a des terres aujourd'hui qui sont en impasse agricole. Bon, je pense, venant de Bordeaux, on a un vrai souci sur le vignoble de Bordeaux, et il y aura des arrachages de vignes pour une surproduction. Ben à ce moment-là, il y a à peu près entre un quart et la moitié des anciennes vignes qui sont reboisées dans le cadre d'un plan. Et nous, on se positionne avec le monde agricole sur les viticoles, sur faire bénéficier du label bas carbone aux viticulteurs qui vont arracher une partie de leur vigne parce qu'il y a de la surproduction. Donc là, c'est hyper intéressant parce que là, c'est vraiment le monde agricole et forestier qui se parle et on a un projet commun. Et ça, évidemment, on le souhaite. Donc la méthode boisement permet de comptabiliser des réductions d'émissions résultant du boisement des terres qui n'étaient pas boisées durant les 10 dernières années. Donc il y a aussi là, donc il y a une comptabilité extrêmement précise. La deuxième méthode, c'est la reconstitution de peuplement forestier dégradé. Alors, peuplement forestier dégradé, soit par des impacts climatiques sur le long terme, soit par des catastrophes. On parle d'incendies. Donc, une partie des incendies, une partie des forêts incendiées en 2022 seront reconstituées grâce au label bas carbone en complément des mesures de l'État, hein, puisqu'on a un super projet dans le cadre de France 2030 aussi. Donc, en fonction des projets, en fonction de la forêt, on va choisir soit du label bas carbone, soit France 2030. Donc là aussi, ça nous permet de faire ça. Bon, par exemple, il y a eu un gros coup d'orage dans des peupleraies de la vallée de la Garonne. On est en train de monter là, cet été. Et là, c'est vraiment quelque chose de très dynamique. On va pouvoir reconstituer des peupleraies grâce au label bas carbone qui ont été détruites par un coup de vent au mois de juin. Voilà, donc c'est extrêmement réactif. Et puis la troisième méthode, c'est le balivage. La méthode balivage, ça permet de transformer un taillis en futaie. Hein, c'est-à-dire que voilà, donc ça c'est la troisième méthode aussi, qui sont utilisées. Alors, donc dans l'action des coopératives, ce que j'appelle moi l'ingénierie contractuelle des coopératives, et ça c'est hyper important parce que nous, on travaille sur le long terme. Hein. Les coopératives, on a été créées il y a plus de 60, 70 ans. Et donc, on travaille dans le longtemps. On fait tout pour qu'on soit encore présent dans 30 ou 50 ans. Donc, il y aura aussi un projet forestier. Vous voyez, c'est au moins un projet à 30 ans avec une étape à 5 ans. Donc, simplement pour vous dire que c'est quelque chose qu'on construit
La coopérative est entre le propriétaire forestier, le sylviculteur et puis le financeur. Donc pour assurer cette continuité. Donc il y a d'abord recherche de projet qui correspond aux besoins, à une réalité de terrain, mais aussi aux besoins d'un financeur qui veut compenser dans le cadre du label bas carbone. Deuxième étape, c'est la contractualisation. Donc avec un contrat miroir entre le propriétaire, la coopérative et puis le financeur. Là aussi, quelque chose d'extrêmement engageant. Parce qu'il faut qu'on soit capable de montrer que ça marche. Ensuite, il y a le montage du dossier. J'aurais jamais pensé, moi, recruter des ingénieurs carbone il y a 5 ans. Mais aujourd'hui, au sein de la coopérative et des coopératives, il y a des ingénieurs carbone qui donnent un coup de main à nos techniciens forestiers qui vont monter le dossier, qui permettent de faire les calculs dans le cadre des méthodes. Et donc la coopérative qui réalise ces calculs et qui monte le dossier, etc. Et qui, ensuite, il y a toute une instruction de l'ADREAL, puisqu'aujourd'hui, c'était le ministère, maintenant depuis quelques années, c'est au niveau des territoires et des régions où c'est contrôlé. Donc l'ADREAL contrôle, et si ça va bien, le projet est labellisé. Et à ce moment-là, on peut réaliser les travaux, dans le cadre des méthodes en cours. Voilà, donc les travaux de reboisement, de maîtrise d'œuvre. Dans ce cadre-là, nous, on s'engage beaucoup avec ce qu'on appelle des engagements de taux de reprise. C'est-à-dire que la coopérative dit, moi, si on plante, je m'engage à ce qu'il y ait 90% ou 80% de taux de reprise. Donc c'est un engagement fort vis-à-vis de l'adhérent, mais aussi vis-à-vis du financeur. Voilà, parce que au bout et ça c'est aussi un engagement fort, c'est qu'au bout de 5 ans, à N+5, il y a un audit qui est réalisé par un organisme extérieur qui va bien montrer que ce qu'on a dit, on avait décidé de planter 3000 arbres, ils vont vérifier que malgré les chevreuils, malgré la sécheresse, etc., on est bien ces arbres. Donc ça aussi, c'est un engagement de la coopérative dans le cadre de ce suivi, parce que derrière, planter, c'est bien, mais il faut entretenir, etc. Donc il y a tout un sujet. Et puis, alors je ne sais pas où j'en suis, il faut que 2 minutes, ok. Donc, un exemple. Donc là, ça, c'est vraiment au sein de l'ensemble des coopératives qui se sont engagées au sein de GCF, entre Alliance et Sylvo. Voilà, donc de mettre en œuvre et de développer vraiment cette solution très internalisée des coopératives, des financeurs et des sylviculteurs adhérents à la coopérative. Et puis un petit exemple, ce que nous on fait là depuis maintenant 2 ans, 3 ans, c'est très récent finalement, mais on s'est engagé totalement. Donc quand je dis totalement, c'est à la fois, nous on a 14 agences, à l'intérieur des agences vous avez aujourd'hui des spécialistes de carbone et qui sont aidés par notre service carbone au niveau central. Et donc la mise en œuvre pour Alliance, j'ai pris cet exemple-là, c'est celui que je connais. En quelques années, on a déjà monté 285 projets pour 2400 hectares, donc ça commence à se voir. Il y a 151 projets aujourd'hui qui sont labellisés. Alors ça, c'est pas compliqué. Vous allez sur le site du ministère, du MTE, et puis vous trouvez les projets avec décrits précisément et labellisés dans le cadre par Alliance. Donc ça fait déjà 1125 hectares. Donc c'est quand même aujourd'hui près de 250 000 tonnes CO2 qui sont séquestrées. Et aujourd'hui, 100% des projets sont labellisés. Et moi, je tiens évidemment à remercier des petits et des grands et des très grands financeurs qui nous font confiance. Voilà, vous les avez là. Et puis vous voyez que là, on a encore, au sein des coopératives, que ce soit Alliance ou les autres, un très grand potentiel de développement pour, au final, adapter la forêt à ce changement climatique qui s'accélère et puis permettre aussi à compenser tout ce qu'on doit. Merci beaucoup, merci Stéphane, c'était extrêmement clair, j'entends plein de choses, évidemment le reboisement, l'augmentation de la capture du carbone, et j'entends aussi comptabilisation, labellisation, valorisation. C'est évidemment un modèle économique qu'on étudie et qui est étudié au niveau des coopératives agricoles et pas que. Le monde agricole, comme disait Frédéric Jobert, est très attendu sur le sujet. Il y a une équation encore à 1000 facteurs et 1000 inconnus. Donc Marc Brédy, vous êtes agriculteur, également donc coopérateur au sein de la coopérative Ceresia, et également donc référent carbone pour la coopération agricole. Donc est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer comment vous souhaitez embarquer au sein des COP l'ensemble de la chaîne alimentaire dans cette transition ? Alors peut-être avant de commencer mon propos, vous dire tout simplement, effectivement, je suis agriculteur, je suis éleveur et je ne suis pas un expert, je suis un praticien. C'est-à-dire que tous les sujets que vous avez abordés dans votre exposé, M. Jobert, ma génération aura mission
de le rendre concret, réalisable. On va parfois toucher des limites, parfois on va réussir à aller plus loin que ce qu'on est capable d'imaginer au moment où on se parle. Mais je représente celles et ceux qui auront pour mission de rendre une agriculture décarbonée. Deuxième chose que je voulais préciser aussi au début de mon propos, c'est de vous dire ce qu'est une coopérative. Je ne suis pas certain que ce soit tout à fait clair pour vous. En 2 mots, une coopérative, c'est un outil qui rassemble des agriculteurs et qui appartiennent à des agriculteurs. Les coopératives ont été créées pour structurer un marché au service d'un marché, mais pour des agriculteurs. Donc moi, en tant qu'agriculteur, quand je suis dans ma coopérative, actionnaire, fournisseur et acheteur. Et donc, si je vous dis ça, et puis après, la troisième chose que je voulais dire, c'était vous expliquer ce qu'est la coopération agricole. On vous a invité à une conférence aujourd'hui. Mais qui nous sommes ? Mais nous sommes tout simplement le syndicat d'entreprise de l'ensemble de ces coopératives. Et dans ces... J'ai fait une bêtise. Non. Voilà. Dans ces coopératives, organisées telles que je viens de vous le dire, on représente aujourd'hui 40% de l'agroalimentaire français. Ce n'est pas une paille. Ça représente 2200 coopératives sur l'ensemble du territoire français. Plusieurs chiffres. On va les passer au fur et à mesure. C'est presque 200 000 employés qui travaillent au sein des coopératives. Une marque alimentaire sur 3 est produite au sein des coopératives. Et puis, c'est important pour le sujet qu'on aborde aujourd'hui, 3 agriculteurs sur 4 appartiennent au moins à une coopérative. Quand on met cette diapo-là, l'objectif, c'était de vous dire que nous représentons un poids. Et effectivement, si on ne se met pas en action, on sera un poids mort. On a décidé, et vous avez participé à certains de nos travaux au sein de la coopération agricole a décidé de prendre en main ce sujet de la décarbonation de leur activité. Et donc, ça veut dire que nous avons une vraie capacité d'impact demain par le poids que nous représentons sur la représentativité de l'agriculture en France. Deuxième diapo qui permet qui vous permet de le mesurer filière par filière. Je laisse les photos se faire et je continue ensuite mon propos. Voilà. Dans le même temps, ça a été dit beaucoup plus précisément par vous, M. Jobert, il y a quelques minutes, mais en fait, l'enjeu, c'est quoi ? On doit diviser par 2 nos émissions d'ici 2050. On doit être aussi en capacité d'augmenter notre capacité de puits de carbone. Parce que, c'est peut-être pas une évidence pour vous, mais nous, c'est quelque chose que nous savons, nous sommes des émetteurs comme chacun d'entre vous dans nos activités. C'est pour ça qu'on doit le diviser par 2. Mais on a une chance que les autres n'ont pas forcément, ou en tout cas, on a une particularité, faisons-en une chance. Cette particularité, c'est que nous avons une capacité, comme vous dans votre métier de la forêt, à capter le carbone. Aujourd'hui, dans nos activités, dans la façon dont nous le faisons, ce n'était pas un objectif prioritaire, ce n'était pas excessivement développé. Par contre, on a su le mesurer et on sait demain comment augmenter cette capacité de puits. La deuxième chose, c'est que sur les enjeux climat, nous avons une capacité à produire de la biomasse, c'est-à-dire faire en sorte que les énergies et les produits de notre territoire, dans ce qu'ils vont être consommés en France, viennent de productions qui ne soient plus fossiles. Et soit par justement les produits que nous faisons, du végétal par exemple, des arbres, autre exemple, des haies autour des parcelles, à travers ça, mais aussi sur nos infrastructures, être en capacité de produire de l'énergie. Ça, c'est important de le savoir. Nous avons beaucoup de bâtiments sur lesquels on peut mettre du panneau photovoltaïque. Sur nos champs, il est possible de mettre éventuellement des éoliennes. Et puis, à travers la production d'énergie, de méthanisation, nous avons une biomasse, là, une ressource, parfois à travers des déchets, qui sont nombreux et qui sont eux-mêmes émetteurs aujourd'hui, si on parle des effluents et d'élevage. Mais si on travaille bien la question, cette contrainte peut demain devenir une vraie solution pour produire de l'énergie.
Donc c'est à travers ces objectifs-là que la coopération agricole s'est mise en marche et m'a demandé, en tant que praticien agriculteur, de travailler un petit peu comme vous, à travers les différents ministères, alors toute proportion gardée pour moi, mais vous avez cette mission-là à le faire avec les différents ministères. Et moi, dans la coopération agricole, ce qu'il m'est demandé, c'est d'avoir la cohérence avec les différents métiers, parce qu'il y aura des questions d'arbitrage demain. La décarbonation de l'un peut provoquer des conséquences pour les autres, et surtout de mettre tout le monde en mouvement, en cohérence, et je le dis ici parce que c'est important, c'est pas parce qu'on parle d'environnement, qu'on parle d'écologie, que nous, on a oublié de parler d'économie. Puisque nous sommes praticiens, il faut rendre les choses cohérentes jusqu'au bout. On y arrivera à faire tout ce qu'on est en train d'évoquer à partir du moment où il y a une réalité économique. Sinon, on n'y arrivera pas. Donc, on a commencé par faire un temps zéro, c'est-à-dire qu'on a regardé, à travers les chiffres et le poids que j'évoquais tout à l'heure de la coopération agricole, on a regardé filière par filière ce que nous représentions en termes d'émissions au moment où on se parle. En 2023, voilà notre carnet de notes. Bon, ça me rappelle des mauvais souvenirs d'école. Il y a beaucoup d'émissions, mais on ne l'a pas découvert. On savait, de par nos activités, qu'il y avait de l'émission, particulièrement, et c'était important de le mesurer, sur le scope 3, c'est-à-dire sur la production. C'est-à-dire que dans notre travail, on est allé jusqu'à l'exploitation. Je vous ai dit que l'agriculteur était au sein des coopératives, donc on est allé jusqu'au scope 3. 77% de nos émissions à la coopération agricole sont portées par l'acte de production, 12 sur tous les transports, les frets, 6 sur la transformation et 5 sur les emballages. Ça ne veut pas dire que, parce que les chiffres sont petits, qu'il ne faudra pas y travailler, mais on voit bien où est l'enjeu quand même, c'était important de le repréciser ce matin. Alors, dans nos objectifs, au sein de la stratégie carbone de la coopération agricole, on peut la résumer sous cette diapo-là, c'est-à-dire qu'effectivement, nous voulons être connus et reconnus comme acteurs impactants de cette décarbonation en agriculture. On s'en est donné cette mission-là au sein de notre conseil d'administration. Comment ? En augmentant cette séquestration carbone, où véritablement il y a du chemin à faire. Il y a là des pistes et des leviers qui peuvent être intéressants. Et le deuxième point qui est aussi important, c'est de permettre, parce que si on veut avoir des choses factuelles et des améliorations, il faut être en capacité de se mesurer. Si on veut vérifier que ce que l'on fait impacte, eh bien, il faut mesurer. Donc, faire en sorte qu'il y ait le plus grand nombre de bilans carbone de réaliser dans les exploitations, dans les coopératives, pour pouvoir se faire ce temps zéro, qui n'est pas plaisant, parce qu'on voit justement le chemin qui est à parcourir, mais qui est en tout cas objectif en 2023, ce qui est nécessaire à faire. Donc on se dote de ces moyens pour pouvoir accompagner les coopératives sur le sujet, en faisant à terme une production décarbonée sur notre territoire, mais une production qui reste, je l'ai un peu dit avant, compétitive, parce que si ça remet un coût d'inflation considérable, eh ben, on sera en décalage avec les attentes de notre société et du consommateur, mais aussi vis-à-vis de nos concurrents sur nos marchés. Alors là, c'est la feuille de route, c'est l'ensemble des sujets sur lesquels on travaille. Donc on part d'une étude, ça c'est hyper important. On quantifie des leviers d'amélioration, alors tant sur les questions carbone que les impacts financiers que ça génère. Il y a des leviers très efficaces en termes de décarbonation, mais qui viennent rajouter des coûts très importants. C'est hyper important de le mesurer, parce que viendra demain la question du financement. C'est former, faire prendre conscience d'eux. On n'est pas né, ma génération, avec la problématique carbone en tête. Quand on a été à l'école, on ne nous a pas parlé de tout ça. Et pourtant, aujourd'hui, praticiens que nous sommes sur le terrain et il y a ce nouvel enjeu qui arrive. Il faut faire prendre conscience aux uns et aux autres de cet enjeu. La coopération agricole, dans son organisation, a cette capacité, et j'allais dire, à ce devoir. Donc l'objectif, c'est de former 100% des conseils d'administration des 2200 coopératives qu'on a évoquées tout à l'heure. Je parlais de financement. On travaille avec France Carbone Agri, pour structurer le financement de cette transition. Vous avez bien compris qu'il y a un enjeu en la matière, il y a un coût dans la transition, et dans
La transition aura lieu à la hauteur de la capacité que nous avons à le financer. Donc c'est hyper important de le prendre en charge, sachant que les coopératives ont été créées pour structurer des marchés. C'est un marché. Oui, c'est faire en sorte de créer dans nos instances coopératives un référent carbone, c'est-à-dire que dans tous nos enjeux économiques, nos enjeux environnementaux, il y a la question carbone qui doit toujours être présente dans nos raisonnements. Aujourd'hui, c'est vraiment inscrit comme ça au sein de la coopération agricole. Et puis, c'est de porter la voix de nos agriculteurs, de nos coopératives dans les instances nationales et européennes. C'est un mot qui n'est pas plaisant, mais ça s'appelle du lobbying. C'est important de présenter, d'expliquer concrètement les conséquences des enjeux qui sont travaillés par notre gouvernement et de les rendre réels par rapport à ce que nous faisons. Et puis, oui, c'est d'être en capacité de proposer des solutions. On est vraiment en mode proactif sur le sujet. On ne se positionne pas dans une forme de résistance. Dernier point, c'est un petit peu la présentation des activités et des exemples que nous faisons autour de ces sujets-là dans les coopératives. Je me permets de juste vous présenter un exemple de démarche coopérative. Donc, ma coopérative qui s'appelle Ceresia, qui se retrouve dans les Hauts-de-France, et qui a, par exemple, un projet. Je vais vous présenter quel est le raisonnement que nous avons. Alors, sur le temps qui nous était imparti, il reste 1 minute, ça devrait tenir. Voilà, l'enjeu sur notre territoire, c'est que nous avons une zone d'élevage très forte, où il y a effectivement production d'effluents d'élevage, qui produit du méthane qui est un gaz à effet de serre, quoi. Et d'un autre côté, on a un territoire plus grande culture sur lesquels les gens aujourd'hui fertilisent sur ces parcelles-là avec de l'engrais chimique de synthèse, qui est un gros producteur de protoxyde d'azote. La coopérative, dans la connaissance de son territoire, a décidé de se lancer dans un projet de travailler les effluents d'élevage de nos agriculteurs à travers de la méthanisation pour une production d'énergie verte. Donc, ce qui permet de baisser les émissions de ces élevages-là. Le digestat, c'est-à-dire une fois qu'on a sorti le gaz, le digestat qui reste peut servir à la fertilisation, et le décloisonner du territoire en allant sur ces territoires de grande culture sur lesquels on a besoin d'augmenter l'utilisation de matières organiques en lieu et place des engrais chimiques. Donc la place que nous avons, une coopérative comme la mienne représente 4500 adhérents. Quand nous parlons de ces sujets-là, on parle à 450 000, 4500, j'exagère. C'est toujours mon problème, j'exagère toujours. 4500 adhérents où on peut leur présenter ce sujet. On peut mettre en place une organisation, vous l'avez vu à travers le scope 2, sur du transport, de la logistique. Et puis, enlever ces éléments fertilisants qui sont en excédent sur une zone pour les remettre sur une autre zone en lieu et place d'un outil très efficace au demeurant, mais qui impacte au niveau carbone. Donc c'est un vrai sujet de réorganisation des pratiques agricoles. On appelle ça l'agroécologie. Et un agriculteur tout seul peut le générer, mais vous imaginez l'impact que ça peut avoir. Quand notre coopérative le fait, encore une fois, on parle à 4500 adhérents. Et donc, c'est les changements de pratique de 4500 agriculteurs de ce territoire-là. C'est ce que je voulais vous faire passer comme message aujourd'hui. C'était le poids que nous avons dans la coopération agricole. C'est un poids qui impacte. Et il y a véritablement là possibilité de changer les choses et de faire en sorte que les éléments présentés tout à l'heure, on arrive à les atteindre. En tout cas, on est particulièrement et profondément engagé pour le faire. Merci beaucoup, Marc. Oui, effectivement, la réalité économique, c'est un des enjeux essentiels. Trouver les nouveaux modes de transition alimentaire, forestier, de gestion, planification. Moi, j'entends aussi sortir du court terme,
passer au long terme. C'est vraiment un sujet essentiel. On va garder quelques minutes pour une ou deux questions. Je suis désolée pour ce timing qui est assez court. Peut-être en attendant qu'il y ait une question qui arrive. Moi, on a évoqué la formation. Comment on évite la sidération? Comment, par exemple, au niveau des coopératives, mais aussi au niveau du SGPE, comment vous imaginez la façon dont on va embarquer tout ce monde dans le sujet de la transition? Quels seraient les trois grands sujets qui permettraient d'éviter cette sidération et d'embarquer vraiment et de passer à l'action? Grande question. Et le tout en 30 secondes. Hein. Je dirais que le premier sujet, hein, comme je l'ai dit, c'est d'essayer de rentrer toujours par les faits, rien que les faits, la science. Alors sur le sujet climatique, c'est relativement plus facile parce qu'on dispose quand même, c'est un sujet relativement simple, il y a une comptabilité carbone, etc. Sur les sujets comme la biodiversité ou l'effondrement du vivant, c'est parfois plus difficile de lutter contre la manufacture du doute et sur le fait que vous pouvez empiler les études les unes après les autres pour montrer qu'il y a quand même un lien entre les activités industrielles ou agricoles et la pollution des eaux. Vous trouverez toujours aussi des études pour dire que, mais finalement, est-ce que c'est pas les voitures, est-ce que c'est pas plutôt ça, etc. Donc, il faut qu'on arrive à casser ce cycle-là. Et nous, on essaye justement de sortir par le haut de ces débats interminables, y compris au niveau interministériel, en posant les faits. Ensuite, notre conviction, c'est qu'on changera autant les sujets dans nos industries, nos entreprises et dans nos fermes que dans nos cours d'école. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut faire passer très tôt, en fait, sur le regard qu'on porte sur l'alimentation, sur l'importance de sa consommation, sur l'urgence climatique, etc. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut énormément progresser dans les programmes d'éducation, etc. Et puis la place de l'école. Puis troisièmement, il y a quand même aussi un autre éléphant qui est le rôle de la publicité, qu'il faut qu'on essaie de travailler calmement. Ce que je voulais dire, c'est aussi qu'il faut proposer des choses. Il faut que, en ce qui nous concerne, nos civiculteurs, il faut leur proposer des actions et leur dire qu'il faut être innovant, mais il y a quelque chose à faire, quoi. Il faut surtout, et le discours de certains très lourd, très pessimiste, très négatif, de dire c'est foutu, quoi. C'est pas l'objet, c'est de dire vous êtes, on peut faire des choses, il faut être audacieux. Il faut faire des choses et vous-même, vous pouvez, grâce à nos structures coopératives, on va leur proposer des choses. Voilà. Et ils peuvent être acteurs d'une partie de l'action à mener. Bon, les 3 points fondamentaux. Le premier, c'est de dire que c'est possible. En fait, le côté anxiogène de ces sujets, de temps en temps, nous oblige à être autruche et dire que ça n'existe pas parce que je ne suis pas en capacité d'y répondre. Donc c'est de dire qu'on est capable de le faire, à condition qu'on y aille collectivement. Premier point. Deuxième point, c'est l'exemplarité. Montrer des exemples de méthodes nouvelles sur lesquelles les agriculteurs vont pouvoir essayer. Donc on a des services dans nos coopératives de recherche et de développement. On a des services d'agronomie, on a des services d'expérimentation, parce que, et c'est le troisième point, c'est l'accompagnement du risque. La décarbonation, c'est au service de tous, nous tous, Français, mais aussi nous tous sur la planète. Par contre, il serait dommageable que le risque des transitions et des transformations que nous faisons ne soit porté que par les agriculteurs eux-mêmes, parce qu'il est au service de tous. Et on sait que dans toutes les transitions que nous avons à faire, il existe une partie de risque. Et ça, ce côté risque, il doit trouver une forme de financement, j'ai envie de dire, national, parce que de cette capacité-là à le financer, on y mettra la vitesse de transformation. Moins il y aura de financement, moins il y aura de financement, moins on ira vite. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à cette conférence. Bravo à tous nos intervenants, donc Frédéric Jobert, Stéphane Viéban et Marc Grédy. Merci à tous. Bonne journée à vous. Bon salon.